Alors, on va utiliser le chat, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous voulez bien me mettre dans le chat que vous m'entendez correctement. Et en même temps, eh bien, bonjour Sylvaine, bonjour Sandra, Romain. D'où est-ce que vous êtes connectés? Moi, ce matin, je suis à Paris. C'est souvent la Normandie, et là, c'est Paris ce matin. D'où est-ce que vous êtes? Bonjour de Reims, bonjour de l'Essonne, bonjour Romain, bonjour Catherine, bonjour Bertrand, Agnès, de la Suisse, bonjour Sandra, Paris, Caen, Frédéric, bonjour Frédéric, j'ai vu que tu t'étais inscrit, bonjour Pascal. Ok, on va démarrer. Moi, j'aime bien démarrer à l'heure et être respectueux de ceux qui sont à l'heure. Donc, cette conférence rentre dans le cadre d'un cycle de conférences que je fais sur les transformations, les projets de changement. Engager son codir pour réussir ces transformations, c'est un sujet absolument clé. Et j'ai une anecdote que j'ai eue hier. Hier, je formais un codir à la conduite du changement et c'était très amusant parce qu'on a abordé un des projets qu'ils ont. Et en fait, il y avait deux positions par rapport à une problématique sur un projet et ils n'avaient pas du tout de vision partagée sur la difficulté. Et le souci, c'est quand on n'a pas une vision partagée, la même vision partagée sur une problématique, on peut difficilement trouver des solutions. Donc, ça nécessite un petit peu d'ouverture, un peu de partage. Et donc, cet engagement sur le CODIR, il est vraiment particulièrement important quand il y a une multitude de projets, et donc particulièrement quand il y a une transformation. Et peut-être que même en introduction, et ça, je vais commencer par ça, parler des managers. Hier, c'était vraiment centré sur le rôle des managers pour réussir les changements. Donc aujourd'hui, on va faire le focus sur le CODIR, mais finalement, le CODIR, c'est une somme de managers. Et les managers, c'est une courroie de transmission. Une petite parenthèse, moi, dans ce que j'observe, dans 80% des projets de changement ou des transformations, les managers ne sont pas préparés spécifiquement pour les changements. Or, il y a deux grands émetteurs de prédilection sur un changement, c'est le manager et puis le CEO, donc ils sont absolument essentiels à préparer pour réussir les changements. Donc là, on va faire un focus spécifiquement sur le CODIR, et puis je vous donnerai quelques illustrations de contextes que moi j'ai pu rencontrer. De manière plus globale, pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui m'anime? Moi, ça fait 10-15 ans que je mène des transfos, que je constate que ça marche souvent difficilement et qu'il y a beaucoup d'échecs sur les projets de changement. Donc, il y a quelques années, j'ai posé en fait une vision sur les transformations éthiques. Et donc, on a, avec un certain nombre de professionnels des transfos et quelques entreprises, créé cette association sur les transformations éthiques. Je veux montrer par là, en fait, que quand il y a un changement, ce n'est pas en appliquant une méthode ou en ayant un seul angle de vue que ça fonctionne, mais la difficulté, justement, avec les changements, c'est qu'il y a besoin d'avoir plusieurs angles de vue, plusieurs approches, plusieurs choses à prendre en compte. Notamment, là, je peux donner l'exemple de l'alignement des personnes à leurs fonctions. Si vous avez une transformation un peu importante, mais que vous n'avez pas les bons joueurs, eh ben, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, quand on mène des changements, on peut se dire, ben voilà, je donne le sens, je cadre, et puis je pousse. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple. En fait, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et on a essayé justement d'avoir une approche systémique avec cette association. Donc là, c'est pas l'objet, je ne vais pas le développer plus en avant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et puis, on organise régulièrement des réunions d'information. Donc, je pense que je vous l'enverrai d'ailleurs en vous envoyant un mail aujourd'hui ou demain avec le replay. Alors, plongeons maintenant dans notre sujet du CODIR. Et donc, moi, ma première question,
c'est quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de vous et de répondre à des problématiques que vous avez. Quelles difficultés, au singulier, au pluriel, est-ce que vous rencontrez sur l'embarquement du codir? C'est quoi vos problématiques? Vous fonctionnez en silo, il y a un manque de cohésion, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté quand vous voulez embarquer votre codir? Moi, je vois beaucoup de silotage, en fait, dans les codires. N'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes intérêts. Oui, Nadine, effectivement, et ça, je le vois souvent. Il y a un cap global qui est donné, et puis après, chacun fonctionne en silo, sans une vision globale sur ce qui est fait par les uns et par les autres. Non-alignement sur les priorités, ok. Guerre politique interne, oui, clairement, Amandine, en effet. Pour un de mes clients, ils sont connus à difficulté d'engagement liée entre autres à une surcharge de travail et une préoccupation business aiguë. Ouais. Là, on touche du doigt une vraie problématique de urgence versus importance. Et c'est effectivement avec la pression opérationnelle ou la pression de résultat, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de codires sont de plus en plus à traiter des urgences et ne prennent pas ce temps de recul pour discerner, manager et s'aligner surtout en codir. L'ego, oui, en effet, c'est un gros sujet, l'ego. Silo, incentive non alignés, effectivement, dans certains cas, il peut y avoir des incentives qui soient désalignés par rapport aux objectifs globaux. Plusieurs mois sans codir, ouais, Sandra, ça effectivement, sans codir, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, de temps en temps, il y a des patrons très charismatiques qui bossent 15 heures par jour et ça le fait à peu près, mais en général, ça fonctionne pas bien. J'ai eu un exemple, là, il y a quelques semaines, j'avais un COO en ligne sur une boîte qui fait quand même 1200 personnes et il disait: «Oh, moi, je rêve d'un fonctionnement codir qui soit efficace, etc.» Maintenant, on a un leader très charismatique qui est moyennement partant pour faire un travail sur le codir ou qui dit bah, tiens, si vous voulez, ok, faites quelque chose. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le savoir-faire pour faire fonctionner ce codir. Et l'ouverture à un accompagnement extérieur eh ben, n'est pas encore là pour une société de 1200 personnes. Fonctionnement en silo. OK. Donc, effectivement, ce que vous mentionnez là, c'est moi ce que je peux observer et qui est véritablement un très, très gros problème. Et je voudrais le souligner, notamment par rapport à la saturation. La saturation des projets et la saturation des activités en général. C'est que, en fait, si on n'a pas cette vision d'ensemble, on arrive vite, finalement, chacun dans son silo, à remplir le tuyau d'activités et de projets, des projets pour certains qui sont souvent transversaux, et on arrive après à des saturations. Je me rappelle, je formais des directeurs régionaux en banque il n'y a pas si longtemps et qui me disaient voilà, les projets sont le fonctionnement de projet sont en silo, et donc quand le projet est prêt, eh ben, ça passe sur le tard. Et je leur ai dit, mais vous en avez combien en ce moment? Et ils en avaient 12. Ils avaient 12 projets de changement à mettre en œuvre. Et je leur ai dit, bah, comment est-ce que vous faites? Et ils m'ont dit, bah, on fait ce qu'on peut. Et je dis, mais sur les 12, est-ce que vous savez lequel ou lesquels sont prioritaires? Est-ce que c'est le 3, c'est le 6? Aucune idée. Voilà. Et donc ça, c'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique parce que si jamais le sujet numéro 5 ou 7 est prioritaire, il faut absolument que les managers en aient connaissance et que les priorités soient aux bons endroits. Or, les problèmes d'en bas sont d'abord les problèmes d'en haut. Je répète souvent ça. Les problèmes d'en bas sont d'abord les problèmes d'en haut. Et donc, c'est d'abord c'est au CODIR d'être modélisant et d'être aligné. Alors, on va commencer par quelques constats et puis je vous donnerai, un peu comme d'habitude, moi j'aime bien pragmatisme et simplicité, et je vous ferai quelques recos à chaque fois sur chacune des thématiques en vous donnant quelques cas pratiques. Les observations donc, que je fais et puis euh, que j'ai pu en filigrane voir aussi dans ce que vous avez exprimé, c'est le lien entre les projets de changement et la stratégie d'entreprise n'est pas toujours explicite, voire même est rarement explicite. Sur les projets, moi, ce que je vois souvent, c'est pourquoi il faut le faire, c'est pour gagner plus ou pour gagner du temps, mais il y a rarement un lien un petit peu plus haut
avec la stratégie d'entreprise. Il y a souvent vraiment un gap entre la stratégie d'entreprise et tout ce qui est fait au niveau opérationnel. Et ça c'est un vrai problème, en fait, parce que ça amène un problème sur la priorisation des projets, parce qu'on n'est pas au clair sur comment ça s'inscrit dans la stratégie globale, et puis surtout en matière d'embarquement. J'ai mené une transfo l'année dernière sur un périmètre de 2500 personnes. Il y avait à peu près 110 projets, hein, sans toute la partie opération, hein, sans les projets opération du quotidien. Mais il y avait 110 projets et qui étaient quand même tous plus ou moins en silo. Et donc, les collaborateurs, ils entendent qu'il y a des changements à droite à gauche, mais ça manque clairement de sens. Donc, c'est essentiel d'avoir ce lien entre le projet et la stratégie de l'entreprise. Et ça, pour moi, vraiment, c'est un constat que je fais de manière quasi systématique et j'ai encore fait hier dans cette formation. Dispersion et parfois désengagement qui est en fait souvent la conséquence de ce premier sujet. Parce que si on n'est pas très au clair avec ce qu'apporte chaque projet par rapport à la stratégie, eh bien, on multiplie les actions, on multiplie les changements, d'où la dispersion et puis le désengagement parce qu'il y a une perte de sens au global. Vous l'avez mentionné à juste titre, les membres du CODIR sont souvent centrés sur leur périmètre. Alors, je dis aussi souvent que la difficulté, en fait, avec le CODIR, parce qu'il ne faut pas se mentir, pour un membre de CODIR, en fait, souvent, c'est je suis arrivé. Je suis arrivé en haut de la pyramide et il n'y a pas toujours cette envie ou ce besoin de se dire tiens, moi, je veux fonctionner mieux et je veux fonctionner de manière collective. Ça nécessite un effort, en fait, de fonctionner de manière collective. Il y a un certain confort à se dire moi, je suis DRH, directeur des opérations, je ne sais pas, en tout cas, je reste sur mon périmètre. C'est un certain confort. Donc, ça nécessite finalement de sortir de sa zone de confort, d'avoir un fonctionnement en CODIR qui soit efficace. Et moi, ce que je dis souvent en CODIR, je dis, mais finalement, chaque directeur est co-responsable de l'ensemble des décisions qui sont prises. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une vision partagée sur le cap. Et puis, il faut qu'il y ait surtout un niveau de confiance qui soit suffisant au sein du CODIR. Et la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et puis, elle s'entretient. Voilà, voilà sur les observations. Et moi, c'est quelque chose aussi que je mentionne souvent. Je vous ai dit tout à l'heure, finalement, les problèmes d'en bas sont d'abord les problèmes d'en haut. Et donc, plus vous allez avoir un CODIR dysfonctionnant, plus vous allez avoir des problèmes dessous. Donc, en fait, en travaillant sur la maturité du CODIR et le fonctionnement du CODIR, finalement, vous allez avoir un fonctionnement beaucoup plus efficace dans vos équipes, parce que cet effet modélisant, il est absolument essentiel. Alors, un petit peu de recul par rapport à 3 piliers d'une organisation stable, et ça, vous pouvez prendre n'importe quelle société. C'est 3 grandes thématiques, hein, la stratégie, il y a besoin de savoir où on va. Ensuite, il y a besoin de savoir comment on va faire pour atteindre cette stratégie, comment on va se structurer en termes d'organisation, et à l'intérieur de cette organisation, quels sont les process qu'on va suivre, et ça a besoin d'être formalisé, et c'est pas parce que c'est formalisé que c'est rigide. Et puis ensuite, il y a des dimensions culturelles. Et là, je fais une petite aparté. J'avais un exemple pas plus tard que la semaine dernière, un dirigeant qui me disait ouais, mon management, ils sont pas très bons, ils sont pas très matures. Et je dis ok, c'est quoi un bon manager chez toi? Et il dit pas un bon manager. Je dis, mais comment peux-tu reprocher à un manager de ne pas être un bon manager si vous n'avez pas défini ce qu'était un bon manager? Et c'est vrai que quand on regarde différentes sociétés, la notion de bon manager est très relative, en fait, hein. Est-ce que c'est prendre des décisions et être directif, ou au contraire être plutôt en posture basse? Mais je ne dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, parce que il y a différents moyens, finalement, de faire fonctionner correctement une société, plus ou moins directive. Ce qui est important, c'est de poser un cadre, hein. Là, on voit structurer process, mais c'est valable également sur cette dimension comportementale. Or, si on n'a pas un référentiel comportemental en interne, on peut difficilement reprocher aux gens de ne pas faire quelque chose qu'on n'a pas cadré.
C'est comme de dire, ben voilà, votre fonctionnement, où là, on a un mauvais résultat, mais s'il n'y a pas eu de process qui a été défini, eh ben, on ne peut pas le reprocher derrière aux équipes. Donc, à nouveau, les problèmes d'en bas sont d'abord les problèmes d'en haut. Donc, voilà, maintenant, vision d'ensemble, on a ces 3 thématiques. Là, je ne vais pas le développer, je vous montre juste que donc nous, on a essayé d'aller un petit peu plus loin en fait pour le détailler. Donc, ces trois thématiques pour nous sont déclinées sur ces 5 dimensions avec des thématiques bien précises. De notre point de vue, ça a du sens d'aller regarder un petit peu plus précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas quand on a un gros projet ou quand on a une transfo. Donc, on pourra en parler en one-to-one si ça vous intéresse, ou je ferai sans doute une conférence bien spécifique là-dessus. Mais cette vision systémique et cette capacité à regarder au regard d'un projet ou d'une transfo les atouts que j'ai et ce qui me manque par rapport aux piliers clés de l'entreprise, je pense que c'est assez essentiel et puis je l'observe dans les résultats qu'on obtient quand on intervient en mission de conseil. Alors, je voudrais maintenant évoquer 3 thématiques, 3 angles de vue par rapport à cette notion de CODIR. D'abord, il y a le leader et son équipe, il y a la structuration, et puis le fonctionnement individuel et collectif. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous n'allez pas pouvoir m'interrompre verbalement, mais n'hésitez pas à me mettre vos questions ou vos commentaires sur le chat. Et effectivement, au long terme versus court terme, il y a souvent une vision court terme, même si elle n'est pas toujours partagée. Long terme, c'est un petit peu plus compliqué, et puis on va l'aborder un petit peu plus loin d'ailleurs. Et des maturités souvent très différentes entre les fonctions entraînent le dysfonctionnement du CODIR. Ça peut effectivement être un des éléments. Un manager qui a plus de bouteilles ou plus de vision stratégique versus un autre plus opérationnel. J'ai en mémoire l'exemple d'un DAF sur un périmètre de 2500 personnes et sa passion, hein, parce que c'est la question que j'avais posée, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et c'était les demandes de subventions. Voilà. Donc j'avais au sein du CODIR un DAF dont qui prenait vraiment du plaisir, surtout à faire des demandes de subventions. Donc là, effectivement, on voit qu'on peut avoir vraiment des différences très fortes de maturité. Ça pour le coup, je vais revenir sur avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà. Donc, chaque membre du CODIR est-il le bon joueur pour la taille de l'entreprise et ses enjeux? Et puis, ce qui est valable à l'instant T ne va pas l'être nécessairement 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard. Donc, moi, je vous invite à vous poser cette question. Et finalement, moi, il me semble que c'est respectueux à la fois des personnes et puis du système, de l'entreprise, de se poser cette question qui est tout à fait saine. Et on peut faire le constat que finalement, ça a très bien fonctionné pendant un certain nombre d'années. Mais maintenant, voilà, il y a un écart entre ce que la personne peut apporter et puis les besoins de l'entreprise. Et ça, c'est OK. Ça n'est pas un échec. La mission du CODIR et la manière dont le CODIR va la vivre est-elle explicite et partagée? Alors ça, j'aime beaucoup faire ça. D'ailleurs, pour cette société de 2500 personnes, on l'avait écrite, la mission du CODIR. Et la mission et la manière dont on veut la vivre, ce sont 2 choses bien distinctes. Et à nouveau, hein, je parlais tout à l'heure de cadre et de processus. Et bien finalement, c'est quoi la cible en fait? Quel cadre on se donne? Il sert à quoi le CODIR en fait? Il sert à partager les plans d'action de chacun des directeurs? OK, pourquoi pas? Mais alors effectivement, on peut pas se reprocher de fonctionner en silo puisque c'est la mission du CODIR, c'est juste de partager des plans d'action. Voilà, donc si on monte à un niveau du dessus, peut-être définir la stratégie, si elle n'est pas définie par le DG, définir les grands enjeux pour atteindre la stratégie. Et bon, la mission du CODIR, finalement, elle peut prendre des teintes tout à fait différentes et la manière dont on veut la vivre aussi. Hein. Il y a des fonctionnements, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont plutôt très descendants, d'autres très, très participatifs. Et je ne voudrais pas porter de jugement. Alors moi, je favorise plutôt la coopération et puis la production en commun, mais voilà, force est de constater qu'il y a des entreprises qui fonctionnent très bien avec une culture plutôt
descendante. Donc, voilà, même si ce n'est pas moi mon mode de fonctionnement, je constate que ça peut fonctionner aussi. Le leader est-il le premier à montrer le chemin du changement? Le nombre de fois où j'ai eu un patron qui me disait j'ai un problème ici, j'ai un problème là, ça ne fonctionne pas assez. Et moi, ma question, c'était OK, qu'est-ce que vous montrez ou qu'est-ce que tu montres, toi, pour que démontrer que c'est possible et surtout montrer le chemin du changement, en fait. On est sur un système. Et dans un système, quand il y a un élément qui change, ça amène les autres à changer. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que ce soit le leader qui commence à montrer le chemin. Donc, si par exemple, il y a un fonctionnement managérial qui n'est pas le bon, la première des choses à faire, c'est au leader de modifier certaines choses, parce qu'en modifiant certaines choses, ça va obliger les autres à nouveau se positionner par rapport à ce changement. Et ça, pour le coup, ça peut nécessiter un effort pour le leader, mais c'est important d'en avoir conscience. Ça commence par le haut. Et d'ailleurs, un escalier se balaye par le haut, même si on peut installer des changements en partant des équipes, et ça m'arrive souvent, en tout cas, ça m'arrive de temps en temps de le faire, quand je vois effectivement qu'il y a une certaine rigidité et une certaine difficulté à bouger au sein du CODIR. Il arrive de commencer, d'initier des changements, évidemment à la demande du DG, mais de le faire par le middle management. Donc, sur la structuration, est-ce que vous avez plusieurs instances CODIR? Et là, je vais faire le lien avec ce qui était évoqué sur long terme versus court terme. Moi, je vous recommande vivement d'avoir plusieurs instances parce que ce n'est pas réaliste d'avoir une instance CODIR qui parle à la fois du quotidien et puis qui prenne du recul. C'est pas possible. Et puis surtout, vos instances CODIR, si c'est du quotidien, vous pouvez les faire en interne, mais se poser une ou deux fois par an à l'extérieur de l'entreprise, pour moi, ça me paraît indispensable, en fait, parce que quand on est dans son environnement quotidien, c'est plus compliqué de prendre du recul. Donc, je vous recommande vivement d'avoir plusieurs. Et puis, sur ces instances CODIR, à nouveau, quel est l'objectif du CODIR opérationnel? Quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs de ce CODIR stratégique? Et on le pose, on l'écrit. Les objectifs, voilà, sont-ils clairs et partagés avec des rôles spécifiques et un alignement sur la manière dont le CODIR souhaite le vivre? Donc, en lien avec ce que j'évoquais un petit peu plus haut. Il y a aussi une notion de rôle et d'animation, parce qu'au-delà des objectifs et de la manière dont on veut le vivre, justement, la manière dont c'est animé doit être alignée sur la manière dont on veut le vivre. Moi, je suis plutôt assez favorable à une animation tournante, ou en tout cas à changer les choses, pas faire toujours la même chose, en fait, parce qu'installer une routine, il y a un bénéfice, ça amène de la sécurité, du confort. Mais quand on cherche à prendre du recul, à challenger, finalement, changer de temps en temps les modalités ou certaines modalités, c'est un vrai bénéfice. Les CODIR sont-ils correctement préparés et débutent-ils avec un suivi des actions décidées? Ça peut paraître idiot. Moi, je vois un paquet de CODIR qui ne sont pas préparés. Alors là, on va toucher le sujet de l'efficacité des réunions. Mais une réunion, elle doit avoir des objectifs et un ordre du jour. Et objectif et ordre du jour, ce n'est pas la même chose. D'abord, on se dit quel est l'objectif, et ensuite, on détermine l'ordre du jour. Et puis, on part de ce qui a été fait précédemment, parce que je vois aussi un paquet de CODIR où il y a des tas de décisions qui sont prises, mais derrière, soit elles ne sont pas mises en œuvre, soit elles sont mises en œuvre partiellement, et en tout cas, ce n'est pas suivi. Et là, je fais le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la confiance, et puis sur le fait d'être tous porteurs des décisions qui sont prises en comité de direction. Et là, on touche du doigt vraiment la maturité d'un CODIR qui fonctionne ou pas en équipe performante. Sur le fonctionnement individuel et collectif, la vision partagée est-elle réelle sur l'ensemble des problématiques abordées et décisions prises? Là aussi, je constate énormément, mais vraiment, vraiment beaucoup, en fait, que chacun porte un sujet, un ou des sujets, et que les autres, ils écoutent d'une oreille.
hein. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème, parce que derrière, ben, on ne porte pas les solutions. On n'est pas impliqué sur, finalement, l'analyse de la problématique et finalement, et je le mentionnais, tout à l'heure, pour pouvoir, résoudre une difficulté, il faut d'abord la qualifier correctement et donc il faut avoir une vision partagée, sur cette difficulté. Or, on a tendance, c'est très humain, à se précipiter sur l'action. Il faut faire ci, il faut faire ça. OK, quel est le problème? Et quand on remonte d'un cran en qualifiant le problème, on se rend compte que, les perceptions sont différentes et hier, j'avais ce parfait exemple. On a passé sur la journée, on a passé, à peu près 3/4 d'heure, sur ce projet et sur cette problématique. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est pas un problème? Voilà et ils avaient du mal à arrêter une vision partagée et se dire: «Bah, tiens, c'est ça». Bon, bah, écoutez, voilà, c'est qu'il y a pas suffisamment d'infos, donc on va choisir cette voie-là qui va permettre de confirmer ou d'infirmer et donc d'arriver, à une vision partagée et c'est important de pouvoir accueillir le fait que soit on ne soit pas d'accord, soit on ne sache pas. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on doit faire pour, finalement avoir une information supplémentaire, qui permette d'arriver à cette vision partagée? La vision partagée, en fait, on ne peut pas travailler de manière collective si on n'a pas de vision partagée et vision partagée au sens large, c'est vision partagée sur les problèmes, vision partagée sur les objectifs, vision partagée sur, les enjeux, et cetera. Et si on ne prend pas le temps de se parler, eh ben, on ne s'assure pas qu'il y a une vision partagée sur ce sur quoi on travaille. Le niveau de confiance est-il suffisant pour permettre la confrontation et la co-responsabilité des décisions quotidiennes? Alors moi, ça, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, en fait. Ce qui fait la richesse, d'un programme, d'un plan de transfo, des décisions quotidiennes, en fait, ce qui fait la richesse, en fait, c'est la capacité des membres du CODIR à se challenger les uns les autres, en fait, avec bienveillance, hein, mais de se dire: «Tiens, attends, là, tu as ce projet-là, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le faire comme ça? Ou est-ce que tu as pensé à ça? Ou tiens, mais ça va un impact, ça a un impact chez moi de telle manière. Est-ce qu'il a été, mesuré?» Et puis, voilà, on a tous des angles morts, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes talents. Donc, arriver à avoir un niveau de confiance suffisant pour que les membres du CODIR se disent: «Moi, je suis autant responsable des décisions RH que le DRH, hein, même si c'est pas moi qui vais les prendre. Je me sens responsable quand» et je donne c'est un exemple, hein, RH, je dirais la même chose pour la finance ou les opérations. Et ben, c'est essentiel, en fait. C'est vraiment essentiel et là, on touche du doigt la raison d'être, du CODIR, et pour avoir, ce niveau de fonctionnement, d'équipe, hein, puisque c'est un fonctionnement d'équipe, hein, finalement, ce que je vous dis pour le CODIR, on pourrait le faire aussi de la même manière pour, le niveau du dessous ou tous les niveaux du dessous, avec toutes les équipes, hein. Mais c'est comme ça ce qui fait, la culture d'une entreprise et son niveau de confiance ou pas. Voilà et donc confrontation et co-responsabilité sont vraiment, des mots-clés pour que le CODIR fonctionne bien et que derrière on a un plan de transfo qui soit solide et qui soit, mis en place correctement. Alors l'exigence, moi j'en parle souvent d'ailleurs dans mes conférences et souvent je démarre par ça en fait. Je dis souvent, moi mon métier en fait c'est de prendre soin, des organisations, voilà, prendre soin, c'est vraiment mon truc, des personnes et des organisations. Et contrairement à ce qu'on peut penser, bah, je mets pas, de la pommade, partout. En fait, la première chose, c'est de l'exigence, du cadre et de l'exigence. Et c'est pas parce qu'on met du cadre et de l'exigence, que, qu'on est laxiste, qu'on est rigide plutôt, je l'inverse, qu'on est rigide. Mais, il peut pas y avoir de l'efficacité collective, il peut pas y avoir de la liberté, il peut pas y avoir du plaisir si ça se fait pas à l'intérieur d'un certain cadre. Voilà. Donc moi je commence toujours par: «C'est quoi le cadre?» et puis on est exigeant avec ce qu'on fait. On a une conf à 9 heures, elle commence à 9 heures. Elle est annoncée jusqu'à 45, à 45 ce sera terminé, quoi. Et c'est important, hein, parce que c'est un respect des personnes qui sont là. Voilà, l'exigence. Ensuite, une question, et ben, de vo vu de votre fenêtre, de ce que vous observez, est-ce que les fragilités, vous les voyez plutôt sur le leader et son équipe? Vous les voyez plutôt sur la structuration? Ou vous les voyez plutôt sur le fonctionnement
individuel et de collectif. On peut le voir sur les trois, hein. Mais je fais l'hypothèse qu'il peut y avoir des difficultés plus sur l'un ou sur l'autre. Un peu des trois, ben oui, c'est souvent le cas en fait. Le leader et son équipe le plus souvent, fonctionnement individuel et collectif. Ok, le leader et son équipe. Problème de confiance, Amandine. Ouais. Ça, le souci de la confiance, c'est que la confiance ne se décrète pas. La confiance ne se sécrète pas. Et hier à cette formation, moi, je pose toujours un cadre en début de formation sur quelles sont les règles de fonctionnement que l'on pose pour cette formation. Je le ferai de la même manière si on avait un séminaire d'un ou deux jours. Et puis, il n'y a pas la confiance dedans, en fait. Et il y a une des personnes qui dit, la confiance. Et je lui ai répondu, mais en fait, la confiance ne se décrète pas, donc ça ne sert à rien de le mettre ici, en fait. La confiance est une conséquence, et c'est une conséquence du cadre et des règles de fonctionnement que l'on pose. Le non-alignement des visions, ok. Le leader et son équipe, mais un peu des trois, Agnès. Ok, les 3% d'un aussi. Ok. Très bien. Donc, en conclusion, développer son quotidien, vraiment, c'est augmenter sa capacité de transformation. Et ça, vraiment, moi, je l'observe de manière régulière sur la transfo que j'ai menée là, pour 2500 personnes. On a fait un gros travail sur le codir. Il y a eu deux changements au sein du codir. Pas qu'ils n'étaient pas bien, mais juste qu'il y avait un écart entre le besoin fonctionnel, le besoin de la fonction et puis les talents que les personnes avaient. Et puis, on a fait un gros travail sur finalement à quoi sert le codir. C'est vraiment une question clé. Et puis, comment on veut le vivre et arriver à avoir une vision partagée sur la mission et sur ce qu'on veut vivre. C'est pas nécessairement facile, hein, parce que si vous avez un historique avec des habitudes qui se sont installées, potentiellement, ça peut amener effectivement à sortir de sa zone de confort. Et là, c'est important que le leader porte ce changement en étant modélisant, sachant que parfois, là où c'est le plus difficile, c'est justement avec les leaders. Et j'ai fréquemment en fait des membres de Codir qui me disent: «Ah ouais, mais avec le patron, il se passe ça, et si on amène telle idée ou telle idée, ça peut être un petit peu compliqué». Voilà. D'où parfois une stratégie des acteurs à mettre en place pour que les changements s'installent. Alors moi, je suis assez fan en fait de l'analyse et du diagnostic de manière collective. C'est bien, hein, les interviews, mais ça amène finalement l'extérieur à poser les choses. Et moi, je trouve ça plus intéressant de travailler en groupe, en live, et puis d'amener les gens à s'exprimer collectivement de manière à ce que ce soit entendu par les uns et par les autres. Ensuite, structuré de manière à ce qu'il y ait une vision partagée des problèmes, des difficultés, et puis de ce qu'on veut changer. Alors, ça nécessite un petit peu d'ouverture. Ça peut être un petit peu compliqué à mener, mais moi, de mon expérience, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Voilà. Prochaine étape. Alors, si vous souhaitez vous professionnaliser en conduite du changement, on a plusieurs programmes. On a une réunion d'exploration qui peut être un moyen d'échanger sur votre contexte spécifique. Je vous mettrai le lien LinkedIn sur le mail que je vous enverrai avec le replay. Et on a un programme Change Manager, sponsor, manager, chef de projet. Et puis évidemment toute la partie conseil qui va avec. Mais parfois on commence avec la formation, on fait du conseil, ou l'inverse, ou parfois c'est l'un ou l'autre. En tout cas, ce qu'on adore faire, c'est accompagner le changement. Et puis, donc vous pouvez soit vous inscrire à cette réunion qui a lieu fin novembre, c'est le 27 de mémoire, soit prendre rendez-vous directement avec moi si vous voulez me partager votre contexte spécifique. Et j'adore, moi, décortiquer des contextes de changement. Et je vous donnerai mon regard. Et puis, la prochaine conf, le 4 décembre, elle sera sur l'IA et sur la réussite de l'intégration dans les équipes. Alors,
pourquoi l'IA? C'est pas que je me diversifie sur des sujets techniques, mais en fait, l'IA, c'est vraiment essentiellement de la conduite du changement, en fait. Parce que avec la majorité des outils, c'est qu'est-ce que fait cet outil pour moi? Et finalement, avec l'IA, c'est qu'est-ce que je fais faire à l'outil pour avoir de la création de valeur. Et donc, en ça, c'est vraiment un gros sujet de conduite du changement. Voilà. Alors, je vois une question de Pascal. Ah, plusieurs même. Amandine, comment mener une analyse collective quand la confiance n'est pas là et quand la parole n'est pas libérée? Ah, eh ben, c'est un très bon point. Alors, j'aurais tendance à dire, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur le contexte, mais j'aurais tendance à dire stratégie des petits pas. Pour arriver, le premier mot qui me vient, c'est purger le passé, en fait. Quand vous avez une équipe qui fonctionne pas, un codir qui fonctionne pas bien, c'est qu'il y a un passif. Ok. Donc la priorité, avant de pouvoir imaginer fonctionner correctement, avoir un niveau de confiance suffisamment élevé, c'est de traiter le passif. C'est-à-dire que les choses puissent être exprimées sur ce qui a été mal vécu et que ce soit entendu par l'autre partie. Alors, quand il y a des binômes qui fonctionnent vraiment pas bien, je gère d'abord en binôme et ensuite je vais travailler en codir. Si c'est relativement homogène les difficultés, à ce moment-là, je vais le traiter plutôt directement en codir. Mais tant que ça c'est pas fait, en fait, il n'y a pas possibilité d'avoir un climat de confiance suffisant pour créer un codir qui soit fort. Il faut traiter le passif d'abord. Voilà ce qui me vient. On dit dans le premier niveau d'analyse, après, on peut en parler tous les deux. Développer son codir, Pascal, c'est exactement ce que j'évoquais là. C'est quel est le niveau de maturité aujourd'hui du codir? Est-ce que on fonctionne de manière, ce qu'on appelle en équipe performante, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs de la stratégie, on est tous co-responsables des décisions qui sont prises, on se challenge naturellement et facilement tous les uns les autres, et auquel cas, à ce moment-là, peut-être qu'il n'est pas fait, notre codir. Et c'est ça que j'entends en train de développer, c'est voilà, comment j'augmente un petit peu la confiance, comment j'augmente la co-responsabilité, qui va avoir un effet extrêmement modélisant sur l'ensemble des équipes et puis sur la manière dont les projets de changement et les projets de transfo vont être menés. OK. Eh bien, écoutez, voilà, il est 9h37. Si vous avez encore une question, on peut y répondre. Et puis, sinon, c'est bon pour moi. Je vous ai partagé un peu ce que je voulais assez rapidement, mais j'aime bien que ce soit clair et efficace. J'espère que ça l'a été. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis au plaisir d'échanger avec vous en one-to-one ou sur une prochaine conférence ou sur une réunion d'exploration que vous trouverez sur le lien LinkedIn. Voilà. Belle journée à tous. À très bientôt.